On n'est pas on n'est pas au cinéma. C'est-à-dire que une vie de dissident jusqu'au bout, ça a un prix. Et ça a un prix psychologique qui est la lutte contre la dépression, la lutte contre la tentation du suicide, l'angoisse physique. Il faut savoir ce que c'est que l'angoisse. Se réveiller en étouffant parce que d'un seul coup tu travailles au milieu de la nuit et tu te dis mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Quel est mon avenir ? Tu guettes les bruits, tu sais pas si c'est la police. Tu sais il faut savoir ce que c'est que des flics qui débarquent chez toi sans prévenir, qui t'arrêtent, qui te fouillent, retournent tout ton appartement, qui te piquent tous tes ustensiles de travail, tu vois. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, tu vois. Il faut le vivre, ça, tu vois. Les descentes de flics, Alors évidemment, j'ai pas fait des longues peines de prison et c'est pas un sport, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Carlos, tu vois, le Carlos, pas le chanteur, hein, le Carlos le grand résistant anti-impérialiste vénézuélien. Ça fait 30 ans qu'il est en prison. Ils l'ont mis au secret pendant des années. Un type comme Mordechai Vanunu qui a dénoncé l'atome militaire de Dimona, tu sais, qui est un Israélien. Hein, il a passé 18 ans en isolement. 18 ans en isolement. Le mec, il a dit pendant 18 ans, j'étais assis, je regardais le mur comme on attend un train. Et dès qu'il est sorti, il a recommencé à les faire chier, tu vois. Je veux dire, je ne suis pas au niveau de ces gens-là. Hein, ce qui me met aussi dans une situation très compliquée sur des tas de sujets. Et puis j'ai la chance d'avoir quand même des gens qui cotisent un peu parce que ce que je fais les intéresse. Il y a notamment alain-soral.com, mon site personnel auquel vous pouvez vous abonner et cet argent me permet de vivre. Hein, c'est alain-soral.com. C'est des abonnements parce qu'ils ont détruit tout le système de financement associatif. La fiscalité a décidé que c'était du commercial déguisé. Ils nous ont tout flingué et ils nous ont tout pris. Parce qu'il faut voir aussi qu'à des moments, les mecs, tu te fais chier à monter une économie et le fisc français ils te mettent une à lunettes de 35 ans de gauche qui est affectée au fait de te détruire, tu vois. Ça, c'est le premier moyen de destruction politique en France, c'est le fisc. Ils ont les moyens de police les plus étendus, tu vois. Et tu peux te faire travailler pendant 2 ans sur comment essayer d'expliquer qu'en fait, t'es un délinquant économique alors que t'es un petit patron de PME de quelques dizaines de milliers d'euros et ils te flinguent tout ton truc, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive à peu près. Donc là, j'ai réussi à rebondir avec alain-soral.com parce que j'ai quand même une équipe de gars qui me suivent et qui m'aident. Hein. Je suis pas tout seul. Hein. Tout seul, c'est impossible. Vous pouvez absolument pas faire face tout seul, tu vois. Et puis, il y a aussi un peu Faits et Documents qui fonctionne à peu près. Il y a Contre-Culture qui fonctionne à peu près, cette maison d'édition. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre je me rappelle plus ce que je devais dire. Et puis, ah oui, j'ai ce qui est le paradoxe, c'est que j'ai monté une cagnotte quand je suis rentré en Russie. Alors évidemment, ils ont essayé de la faire sauter. Toutes les cagnottes en France, là, tu sais, Tipeee et tout ça saute. Et moi, c'est une cagnotte que m'a indiqué Xavier Moreau aux États-Unis. Et aux États-Unis, la loi américaine fait que ils ont pas pu me la faire sauter, ce qui est un paradoxe. Et donc, j'ai une cagnotte aux États-Unis qui s'appelle Dis and Go. Ouais, je crois, on mettra le lien, je crois. Et c'est d'ailleurs un truc religieux. C'est des évangélistes, je crois. Et grâce à ça, depuis que je suis en cavale, j'ai réussi à recevoir des dons. Et donc, je vis en fait de gens qui me donnent de l'argent. C'est quelques centaines de personnes qui donnent un peu d'argent. Et ça me permet effectivement de payer mes équipes et moi-même pour continuer à investir ma force de travail dans ce que je fais, c'est-à-dire ce que je fais devant vous. Voilà, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et c'est vrai que le jour où, par exemple, j'en aurais plus un rond parce qu'on aura fait en sorte que je ne touche plus un rond et que là, je n'ai pas de fortune personnelle, je suis éligible à la retraite en France. J'ai fait le calcul, c'est 1200 francs par mois parce que je suis aussi un aventurier économique qui a été très peu salarié et tout ça. Donc, personne ne peut vivre avec 1200 € par mois. En plus, je les touche pas pour l'instant parce qu'il y a un vrai problème pour pouvoir les toucher. C'est que je suis pas là où il faut. Donc, pour l'instant, malgré ma situation angoissante, c'est que je n'ai encore pas l'angoisse terminale de la ruine économique. Parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ? À 67 ans, je vais faire de la plonge dans un restaurant. Enfin, et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, l'idée d'accepter la prison serait peut-être la stratégie de Renoir, pour lequel j'ai un très grand respect. Renoir, il dit, moi, je suis très bien en prison. Je suis nourri, logé, blanchi. Je peux me consacrer totalement à mon étude et à ma réflexion. Je n'ai pas cette sagesse-là, je reconnais. Je n'ai pas d'ailleurs même des CRS, des gens qui comprennent ce qui se passe et qui vous aident discrètement. Et moi, je leur dis toujours, n'en faites pas trop, parce que je ne pousse pas du tout les gens à se cramer. Et effectivement, il y a la méchanceté du système et la puissance du système. Et moi, je suis face au système et à la bête la plus puissante du monde. Hein. Ça s'appelle le pouvoir.
Il n'y a pas plus puissant au monde et pas plus cruel au monde. Donc je l'ai dans la gueule. Il faut appeler un chat, et ça terrifie tout le monde. Ça terrifie même le président des États-Unis. C'est ça qui est. Moi, je fais face à une bête furieuse, infiniment raffinée en plus, qui est cruelle mais en même temps sophistiquée et qui terrifie absolument tout le monde. C'est-à-dire que Bernard Arnault a beau être l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas se permettre le 10e de ce que dit Soral. C'est-à-dire que tu verras jamais Bernard Arnault, si riche qu'il est, dire un mot sur la Palestine. Je disais pour rigoler, je vis dans un luxe extrême puisque je me paye ce qui coûte le plus cher. Tu vois, donc on peut dire que quelque part, sur le plan de l'esprit et des idées, je suis quelqu'un qui vit dans un luxe inouï, car je me paye ce qui coûte le plus cher et que ne peut pas se payer ni Elon Musk, ni Bernard Arnault, ni même Trump. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est comme ça que je peux de temps en temps rigoler du fin fond de ma solitude et de ma précarité. Il faut garder de l'humour. Il faut garder de l'humour. Ça aussi, c'est très important. Je suis, pour les gens qui me connaissent personnellement, un sacré rigolo. C'est-à-dire que j'arrive toujours à rire, et notamment de moi-même. Je passe mon temps je suis dans du monologue parce que je suis très seul, et je passe mon temps à m'apostropher et à me moquer de moi-même et à rigoler avec moi-même. Et je vous dis, la solution, c'est l'écriture. J'espère pouvoir, j'ai des projets de livres encore. Ce qui compte, l'air de rien, ce qui restera et ce qui permet que je peux ramener ma fraise, c'est que j'ai écrit quelques livres sérieux, parce que le reste, on peut dire, bon, les vidéos, les machins, etc. Il y a quand même écrit vers la féminisation, écrit comprendre l'Empire, j'ai quand même écrit contre l'époque, et je me dis, voilà, ça, c'est ce qui fait que je peux dire que je peux ramener ma fraise, quoi. La France et même le monde est un monde policier qui impose une dictature au nom de la défense de la démocratie, au nom de la protection des minorités. C'est-à-dire que tout est inversé, c'est très orwellien, c'est très bien fait, et c'est un système de surveillance de masse implacable où des gens très très vite peuvent se retrouver avec une descente de police chez eux parce qu'ils ont créé un groupe de 3-4 guignols sur Facebook et qui s'amusent à vanner. On a vu là qu'ils ont quand même trouvé le moyen en France de mettre des forces de police pour arrêter 45 masculinistes qui s'amusaient à faire des vannes sur les gonzesses sur un fil Telegram ou YouTube. Donc évidemment qu'il y a des types comme moi qui sont en première ligne, mais on est dans un système de surveillance de masse, de police de la pensée extrêmement pénétrante, parce qu'en fait, au début, on s'est dit c'est génial Facebook, on peut draguer des meufs, on peut mettre ses photos de vacances, etc. Mais en fait, on sait très bien que c'était un système de big data, de surveillance, d'ailleurs d'appropriation, puisque tout est à eux, faut pas oublier. Moi, quand ils m'ont fait sauter mon Facebook, ils m'ont piqué tout ce qu'il y avait dedans, et que c'est le monde vers lequel on va, ce monde totalement connecté, qui est un monde aussi de facilitation, puisqu'effectivement tout est connecté, mais ça veut dire que il n'y a pas le bouton pour pouvoir vous déconnecter si vous voulez vous déconnecter. Même le bouton déconnecter est un faux bouton, vous restez connecté. C'est comme les mecs qui pensent que s'ils mettent un VPN sur leur téléphone, c'est bon, ils vont échapper, ou que je sais pas quoi, il y a marqué sur WhatsApp que c'est codé du début à la, je sais pas, crypté, enfin c'est des conneries. Je veux dire, vous êtes surveillé. Donc c'est-à-dire que dans le temps, il fallait des écoutes téléphoniques, c'était quand même de la technologie très basique, il fallait aller installer un magnétophone dans les tuyaux du sous-sol de l'immeuble, il fallait un mec dans une chambre de bonne avec des écouteurs qui passait les bandes et qui faisait des notes sur un papier qui remettait tous les jours à son supérieur hiérarchique. Vous avez ça dans les films américains des années 70. Aujourd'hui, ça coûte rien, c'est incroyablement performant, enfin c'est Palantir, quoi, je veux dire, et ça touche absolument tout le monde dans une profondeur, c'est pas pour rien qu'il y a TikTok. Moi je dis toujours, moi ce qui me protège d'une certaine manière, parce que les gens disent comment ça se fait que tu t'es pas fait buter, je n'ai jamais appelé à l'assassinat, au meurtre, etc. Je n'ai jamais touché à tout ce qui est trafic d'armes, et j'ai jamais touché d'argent de puissance comme l'Iran, alors que j'ai été approché, j'ai toujours été autonome économiquement, et j'ai jamais touché aux armes, et j'ai toujours dit on ne doit jamais appeler au meurtre. C'est un truc déjà où tu sors du respectable, parce que tu sais pas dans quel cerveau stupide ça va tomber. Toi, un connard qui va rafaler une synagogue, tu vois, ça c'est et tuer quelqu'un qui passait, qui était peut-être même pas de la communauté, comme disait Raymond Barre. Jamais je suis tombé dans ce genre de truc. J'ai quand même toujours resté dans le débat d'idées avec de la provocation. Et d'ailleurs, malgré tout, ils ont réussi à me faire condamner pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. J'ai pris 2 ans en faisant croire que j'appelais
à l'insurrection armée parce que je disais, pour me moquer de Chouard, quand on veut faire la révolution, il vaut parfois mieux un M16 qu'un crayon et un papier. C'était une plaisanterie. Et ce que je remarque, c'est que moi, j'étais condamné à 2 ans pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation en disant que j'appelais à l'insurrection armée, alors que le petit Branco qui a écrit un livre qui s'appelle Insurrection, avec une guillotine dessus et qui passe son temps à dire qu'il veut faire la révolution, il ne lui arrive jamais rien sur le plan justement des poursuites. Et c'est là qu'on voit que quand tu les emmerdes, ils décident que tu les emmerdes parce que tu as une certaine efficacité, c'est ça qui compte. Hein. Quand les gens qui me disent moi je m'en sors mieux que vous parce que j'ai pas d'ennui, je dis ouais, vous en sortez mieux que moi, vous avez pas d'ennui parce que vous touchez 2000 personnes. Et moi j'en touche des millions en réalité. C'est tout ce qui fait la différence. Et moi à un moment donné, j'avais un avocat qui me défendait d'ailleurs gratuitement. Il m'a dit Alain, à partir de maintenant, tu es trop connu, tu seras systématiquement condamné, quoi que et je arrêtais de te défendre parce que c'est la dernière fois où j'ai pu gagner, tu vois. Mais maintenant tu as atteint une échelle parce que Dieudonné, Le Pen, les banlieues, Forisson, enfin c'est simple, hein, le bilan c'est simple, t'additionnes tout ça et il dit maintenant de toute façon tu seras systématiquement massacré parce que tu as accumulé, tu as empilé les caisses pour monter, pour monter à une certaine altitude et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre qui est assez, tu vois, c'est les gens qui reprochaient des trucs à Le Pen par exemple, ça m'insupportait, tu vois, le J. Le Pen, il faut comprendre à un moment donné son âge, son parcours, c'est facile d'en avoir rien à foutre de la question de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, etc. Aujourd'hui, franchement, un mec de 20 ans qui va se passionner pour la question de l'OAS ou du FLN, je te dis, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec ça, mais par contre, il y a des mecs, ça a foutu leur vie en l'air, tu vois. Moi, je connaissais chez Le Pen des types qui avaient été des pionniers, tu sais, de la conquête algérienne, c'est-à-dire qui avaient quand même construit ce pays en redroussant leurs manches, avec évidemment une brutalité coloniale qu'il faut pas y aller deux, tu vois. Et à un moment donné, qui sont partis une main devant, une main derrière en 60, en faisant 3-4 mecs de leur famille qui se fait égorger. Je comprends que moi, quand je parlais d'antiracisme, ils étaient un peu tendus, tu vois. J'avais quand même la conscience que il fallait quand même respecter un peu la définition qu'ils donnaient, eux, à ces mots-là, tu vois. Et ça aussi, c'est l'intelligence, c'est quand même ça. Hein. C'est de comprendre que les mots n'ont pas le même sens pour les uns et pour les autres. Tu vois, moi, j'ai toujours été très passionné par Staline, mais c'est normal, je suis un branché français. Staline ne m'a jamais rien fait, tu vois ce que je veux dire. Je comprends que pour Solzhenitsyn, c'est pas la même chose, tu vois. Donc je vais pas me foutre de la gueule de Solzhenitsyn parce qu'il aime pas Staline, alors que moi je pense que Staline c'est ce qui est arrivé de mieux à la Russie. Avant Poutine, et que les Russes méritent Staline parce que c'est tellement un peuple, je vais pas le critiquer, mais sans un mec comme ça, ils bougent pas leur cul, tu vois. Ils ont besoin de ce genre de type, tu vois. Pierre le Grand, Staline, Poutine, et c'est pour ça que quand un Français de la moyenne bourgeoisie supérieure parisienne parle de Staline comme s'il était consterné, ça me consterne. Je dis pour un ouvrier ancien moujik russe né dans les années 1910. Staline a été un bienfaiteur pour lui, tu vois. C'était un bienfaiteur, c'est pour ça qu'il a pleuré sur sa tombe. Tu vois, c'est même ça je dirais la vraie intelligence pour moi, c'est ça, c'est de comprendre que les concepts sont habités, sont vécus par des gens qui sont pas au même endroit, à la même époque, la notion de point de vue, tu vois. Et que moi, quand par exemple, je fais l'apologie de la Corée du Nord, parce que je me dis c'est un petit pays de 25 millions d'habitants qui ont fait face à l'agressivité japonaise, à l'agressivité américaine, à la puissance chinoise, etc. Et qui malgré tout ont trouvé, après l'effondrement de l'URSS et la période spéciale qui a été catastrophe pour eux, ont trouvé le moyen de mettre en place une espèce de petite aventure qui s'appelle le Juche, et que je trouve très intéressant, très respectable. Et ça m'insupporte un con qui dirait moi j'aimerais pas vivre en Corée du Nord. On t'a pas demandé de vivre en Corée du Nord, connard. Les Corées du Nord ne veulent pas de toi. Les Coréens du Nord, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Tu vois, c'est tout. Et ça a été quand même toujours ça, quelque part mon boulot, c'est de comprendre les points de vue et après d'essayer de comprendre ceux qui sont plus ou moins respectables, plus ou moins fondés. Et ce qui m'a toujours gonflé, c'est les ultra-libéraux, les ultra-communistes, les ultra-gauchistes, enfin tous ces mecs qui sont dans l'hystérie de l'abstraction totale, tu vois. À un moment donné, le monde réel, faut se le coltiner, tu vois. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin, mais pas trop. Tu vois, c'est l'idée aussi, c'est de pas devenir un marchand de poison, quoi, tu vois. Et en ce moment, de ce point de vue-là, je m'enrichis beaucoup parce que j'étais obligé de beaucoup bouger ces derniers temps. J'ai pas été qu'en Russie, je me suis retrouvé jusqu'au fin fond de l'Asie centrale, et en fait, j'ai écrit 2 textes pour ceux qui payent d'ailleurs l'abonnement. Sur mes 2 derniers textes, c'était sur, je crois, douceur de vivre et faibles écarts sociaux. Tu vois, c'était une théorie assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, c'est le tiers-monde. Le tiers-monde est absolument partout, et le monde, c'est le tiers-monde avec des îlots scandaleux de prospérité un peu partout. Mais en fait, dans le monde actuel, c'est un monde de misère à peu près généralisé,
avec des îlots de super prospérité arrogante et problématique d'ailleurs, tu sais, un peu partout. Et en fait, nous, on n'avait pas conscience de ça parce que la France, l'Italie, un peu l'Espagne, l'Allemagne échappaient à ça. On était des pays justement qui n'étaient pas comme... Alors tu découvrais ça quand tu allais en Amérique latine. Tu disais, ouais, le Brésil, c'est comme ça. C'est une bourgeoisie comprador hyper riche, qu'on n'a rien à foutre de son peuple, et des crevards, c'est-à-dire la misère. Et en fait, tu découvres que le monde entier, c'est des miséreux qui se font maltraités ou humiliés ou méprisés par des riches qui n'ont pas besoin d'être des colons, hein, je rappelle, ça aussi c'est une escroquerie. On n'a pas eu besoin de la colonisation et je pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible. Je veux dire, on est au bout d'un cycle. Mais par contre, comme toujours quand il y a un effondrement et le bout d'un cycle, il y a des flamèches, tu sais, de sursaut très intenses. Et ça s'appelle effectivement la sœur de Bernard-Henri Lévy, ce qui est incroyable. La sœur de Bernard-Henri Lévy est une catholique fervente. Vous avez vu Oui. Vous êtes intéressé à ça, c'est des symboles très forts. On a Bernard-Henri Lévy qui est pour moi Satan personnifié, et sa propre sœur qui est une catholique fervente, d'une pureté, d'une beauté catholique indépassable. Et ça fait sens, tu sais, pour moi. Et en ce moment, effectivement, le Christ n'a jamais été aussi nécessaire et aussi présent aujourd'hui face effectivement à un judaïsme totalement retourné à ses bases les plus tribales, qui sont celles de Netanyahou, et face aussi à quelque chose qui permet au christianisme de renaître dans toute sa pureté, qui est aussi l'effondrement de l'Église. Faut pas oublier. C'est que par l'effondrement de l'Église comme institution de collaboration politique, qui était d'ailleurs une nécessité, une fatalité, on a un christianisme qui peut renaître comme du temps des catacombes, c'est-à-dire le Christ. En réalité, ce qui revient très fort aujourd'hui, je le vois, c'est le Christ lui-même. Je vois beaucoup de gens d'un certain âge, des femmes souvent d'ailleurs, ce qui peut avoir voir avec la ménopause et la bigoterie, qui se tournent vers le Christ. C'est très présent chez les gens de mon milieu, quelque part, qui sont passés par toutes les phases de la marginalité, de la branchitude et du complotisme, et qui aujourd'hui retournent au Christ. Et je crois que le Christ, oui. Le Christ est vraiment la figure la plus importante aujourd'hui. Et d'ailleurs, je l'explique quand je m'appuie sur le thomisme. Le Christ, dans le thomisme, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est-à-dire, c'est la réconciliation nécessaire de la raison, qui nous vient des Grecs, et de la charité qui est le souci de l'autre, qui est un peu absent du monde grec. Et en fait, de ce point de vue-là, le Christ est la solution. C'est la conclusion de mon avant-dernier livre qui s'appelle Comprendre l'époque. Le Logos. Le Christ est le Logos, et le Logos est la solution. C'est-à-dire, il faut que l'homme, pour se sauver et sauver le monde, remette ensemble la raison, qui amène au prométhéisme de la maîtrise des mathématiques appliquées, et c'est faire marcher ensemble, je dirais, la philosophie grecque à la charité chrétienne. Et le salut du monde est là, et la France est un lieu privilégié de cette réconciliation. La France a un destin à jouer. C'est dans une des conclusions de mon avant-dernier livre, Comprendre l'époque, c'est que la France a encore un destin à jouer de ce point de vue-là, en tant que lieu où peuvent se rapprocher, de par notre culture,